Alors, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreuses et nombreux ce soir à notre table ronde organisée dans le cadre de la journée de lesbiennes. Donc, la journée en elle-même, c'est le 26 avril, mais on anticipe un peu parce qu'on sait qu'il y a énormément d'événements qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Tout d'abord, je voulais remercier nos quatre de qualité. Sarah Persil, Lauriane Nicole, Mélanie Eugène et Mélissa Camara. Donc cette table ronde est co-organisée par la commission LGBTQIA+ de Europe Écologie Les Verts et par la commission féminisme de Europe Écologie Les Verts, où nous avons les représentants et les représentantes ce soir. Le contexte, je vous l'ai dit, c'est la journée internationale de la visibilité lesbienne le 26 avril. Surtout, n'oubliez pas, dimanche, la marche lesbienne. On n'a pas encore, le comité d'organisation n'a pas encore annoncé l'horaire et le parcours de cette marche. En revanche, on mettra les infos sur notre page Twitter. Donc, n'hésitez pas à nous suivre si ce n'est déjà le cas. J'imagine que c'est le cas vu le nombre de personnes qui sont là ce soir. Donc, pour introduire un peu la table ronde, malheureusement, on sait que de nombreuses femmes refusent d'utiliser le mot lesbienne pour se définir, pour diverses raisons qui sont exposées ce soir. Et cette journée et cette table ronde nous permettent de mettre en lumière la question de ce qu'est être. La question de ce qu'est être une femme lesbienne, mais a fortiori une femme politique lesbienne et revendiquée comme telle. Et ce que ça peut être d'en faire aussi un combat politique et un combat de visibilité. Car vous, mesdames, vous n'attendez pas le 26 avril pour la visibilité, pour l'identité et pour la lutte sur un sujet quotidien. Et ce soir, nous allons questionner la place de l'intime dans le politique. Avec vos parcours, on peut faire un constat. Être lesbienne va bien au-delà de l'orientation sexuelle. Vous sortez de l'intime pour revendiquer ce que vous êtes dans la sphère publique en faisant une revendication et une identité politique. Donc, par vos parcours respectifs, vous allez nous montrer que les lesbiennes font également partie de combats politiques multiples, les combats antiracistes, antivalidistes, féministes, etc. On va commencer cette table ronde par un tour de présentation individuelle lié aussi à une question qui sera le fil rouge de votre présentation. Donc Sarah, tu es la première à te présenter. Donc Sarah, tu es notre co-responsable déjà de la commission LGBTQIA+, au sein du parti Europe Écologie Les Verts. Tu es également vice-présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté en charge de la jeunesse, de la vie associative, de la citoyenneté et de la démocratie participative. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et aussi ce qu'est être une femme politique lesbienne dans un milieu rural et parfois hostile? Mon parcours, donc j'ai 39 ans, je suis rentrée en Europe Écologie Les Verts sur le premier match Macron-Le Pen, où je me suis dit mon engagement associatif pour l'égalité des droits, pour l'économie sociale et solidaire ne suffisait pas. Donc j'ai pris ma carte dans un syndicat et ma carte dans un parti politique. Et pour moi, le parti le plus féministe et qui était le plus avant-gardiste sur la question des droits des minorités, que ce soit les migrants, que ce soit l'inclusivité, etc., c'est Europe Écologie Les Verts, donc go. J'habite dans le Jura, donc dans une petite bourgade qui s'appelle Lons-le-Saunier, qui est quand même la préfecture du Jura. Tout le monde connaît Lons-le-Saunier. Voilà, Madame connaît Lons-le-Saunier, incroyable. Tu connais comme c'est là où il y a le siège social de la vache qui rit, fromage le plus vendu de le monde, quand même. Voilà, ok, restez. Donc, préfecture du Jura, attention, 17 200 habitants. Donc, toute la population du Jura, en gros, c'est un arrondissement de Marseille. Donc, il n'y a pas des masses de monde. Je n'en suis pas. Je ne viens pas du Jura. Je n'ai habité que dans les capitales régionales, en fait, avant de venir par amour dans le Jura. Et en effet, ma plus grosse crainte a été de dire, mais
ce que je vais faire dans un patelin où il n'y a pas de centre LGBT. C'était ça, en fait, ma grosse crainte quand je suis arrivée dans le Jura il y a 8 ans maintenant. Et la Bourgogne-Franche-Comté est une des seules régions de France, c'est la région la plus rurale. C'est une des seules à ne pas avoir de centre LGBT de toute la région de Bourgogne-Franche-Comté. Il y a Besançon, il y a Dijon, il y a tout ça. Il y a 12 associations à Besançon. Il y a un collectif dans le Morvan. Évidemment, c'est un parc naturel régional absolument magnifique, mais il y a aussi un collectif qui organise début juin un festival des ruralités queer au Nord. Et en fait, comme on n'est pas très très nombreux non plus en Europe Écologie Vert dans le Jura, assez vite en fait on est propulsé à des postes politiques et des responsabilités. Donc bam, secrétaire d'équipe locale, bam, porte-parole, bam, aux élections régionales, bam, vice-présidente, bam. Enfin, bon, c'est un peu fou. Hein. Donc voilà, si vous avez envie d'être élu, si vous avez les dents qui rayent le parquet, venez dans le Jura. Mais moi je vous accueille s'il vous plaît à bras ouverts, on a besoin de monde. Donc surtout c'est quand même assez sympa. Après, être lesbienne en réalité, alors moi j'aurais, et en politique, comment dire, c'est pas forcément évident pour moi de répondre dans le sens où mon parcours personnel ne me permet pas de dire voilà, j'étais jeune en ruralité et lesbienne parce que j'étais pas lesbienne quand j'étais jeune et j'étais pas en ruralité. Et on sait que la première des violences, pour nous, c'est le milieu familial. Donc, j'ai vécu l'homophobie, hein, vous inquiétez pas, hein, mais comme je suis pas lesbienne, c'était bon. Et donc, en fait, là, dans le Jura, c'est un peu le phénomème NIMBY, vous savez, not in my backyard. Donc, c'est pas dans la famille, tant que c'est pas chez moi, c'est bon. Donc, en fait, entre adultes, on s'en fout. Moi, j'avais des copines parisiennes qui me disaient, mais voilà, vous avez accouché, vous avez choisi votre maternité gay-friendly. Mais la maternité gay-friendly, déjà, il n'y en a qu'une dans le Jura, donc j'ai pas le choix. Et puis, en fait, on s'en fout. Donc voilà, les gens s'en foutent. Donc moi, ma technique, c'est pour être dans la visibilité, c'est la technique Colombo. Vous savez, ouais, moi, ma femme, j'ai discuté avec ma femme, donc ça, je le cale tout le temps. Quand je rencontre le colonel Germain, le préfet, ce que vous voulez, c'est que je parle de ma femme. Voilà, sur des conversations tout à fait fictives, hein. Certainement. Mais je cale. En fait, je suis lesbienne et que c'est normal. Et que moi, j'ai une femme. Et que moi, j'ai une épouse. Et c'est mon épouse. Et voilà. En fait, c'est pauvre. Enfin, il y a du temps. Et j'en parle pas. Voilà. Pour moi, c'est ça. Et je me rends bien compte, en fait, que je ne suis pas du tout dans votre combat politique au quotidien, dans le sens où, déjà, qui connaît ces vice-présidents de région ici? Personne. Enfin, moi, on m'arrête pas dans la rue pour faire des selfies. Hein, voilà, donc, je suis inconnue au bataillon et en gros, en presque 2 ans d'élection, enfin, voilà, ça fait 2 ans que je suis vice-présidente, j'ai reçu un seul courrier d'insulte. Et là, ça me fait rêver les meufs, franchement. Et ce monsieur, en fait, c'est même donné son nom, son adresse, je peux vous l'écrire, je peux porter plainte contre lui, c'est cool. Et avec un vocable que vous connaissez par cœur, hein, vous représentez la France, machin, on en a rien fait de votre sexualité, je suis hétéro, je suis sûre que vous êtes intéressé. Donc voilà, je n'ai reçu qu'un seul courrier. Il faut savoir quand même que pour cette table ronde, moi, quand on a communiqué sur mon nom, j'ai fait des petits likes, sympa. En même temps, je suis blanche et bourgeoise, donc ça passe. Je crois que Mélissa, toi, tu t'es pris une vague de haine dans la face. Donc voilà, donc clairement, en fait, on n'est pas tout à fait dans la même cour. Et on ne peut pas avoir le même parcours. Par contre, c'est clair que c'est un combat et j'ai fait mon coming out en fin de première et j'ai eu des applaudissements de tout le monde et puis j'ai recruté et puis le RN est arrivé. Oui, c'est pas grave en fait, parce que moi, mon but, c'est aussi de taper le RN, de dire on est là et on occupe la place. Je parle beaucoup. Merci. Les personnes ne disent pas toute la même chose au quotidien que la pluralité de langue. C'est la raison pour laquelle vous êtes toutes là, parce que vous représentez aussi chacune quelque chose de différent. Donc, Mélissa, c'est à toi. Toi, tu es élue d'opposition à Lille, conseillère métropolitaine, membre du bureau exécutif de ELV en charge de la formation de l'accueil et de la mobilisation. Et donc, est-ce que toi aussi, tu peux nous dire un peu plus sur ton parcours et
ce que c'est aussi d'être une femme politique lesbienne qui milite en quartier populaire. Bonsoir. Oui, effectivement, donc on a peut-être le même quotidien. Là, encore vu sur Twitter, je suis une belle vague d'harcèlement à l'annonce de l'événement. C'est un beau quotidien parce que si elle force supérieure, elle est un peu facétieuse, je suis une femme noire, lesbienne, quartier populaire. Donc, je suis à l'intersection de plein de discriminations et donc, effectivement, là, on voit une centaine de réactions un peu horribles, lesbophobes, racistes, etc. Et encore, ça va parce que je pense que la pire expérience que j'ai vécue quand même, c'est j'étais porte-parole avec Mélanie, enfin, la campagne de Mélanie Jadot et ma compagne était à ce moment-là et j'ai quand même eu 1000 réactions avec de l'abomination, etc. Donc c'est ça aussi, être une femme en France, exactement lesbienne, c'est prendre toute cette haine. Mais c'est aussi pour ça que j'ai commencé mon engagement politique et que je me suis investie. Donc j'ai grandi dans un quartier populaire et je suis arrivée à l'engagement par l'associatif LGBT féministe lorsque la manif pour tous est descendue dans la rue. En fait, ça a été un déclic chez moi. J'étais dans le placard, difficile de sortir, j'avais 21 ans, difficile de sortir du placard. Et en fait, j'ai vu ces gens défiler contre les droits dans la rue. Donc, j'ai décidé, très rapidement, quelques semaines, d'aller frapper à la porte de la féministe LGBT pour lutter pour nos droits, pour aussi lutter pour une société, la société féministe et inclusive que je souhaitais. Et c'est comme ça que tout a commencé. Sur la question des quartiers populaires, déjà, quand on arrive en politique et qu'on est issu d'un quartier, on voit très rapidement que sociologiquement, les gens ne viennent pas forcément du même pays, n'ont pas forcément le même parcours. Et ça, c'est une grosse interrogation. Comment, moi, en tant que femme noire issue d'un quartier, j'ai réussi à aller jusqu'au bac plus simplement. En fait, j'ai retrouvé au milieu de gens qui n'avaient pas forcément le même parcours sociologique que moi. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'en y réfléchissant au fil des années, je me suis rendu compte que c'était mon homosexualité qui avait eu une grande part dans cette capacité, et je suis la seule de ma famille pour le coup qui fait des études supérieures. En fait, c'est mon homosexualité qui m'a permis d'aller jusqu'au bac plus 5. En fait, ça m'a entraîné plein de questions, une ouverture différente. En fait, j'ai voulu savoir ce qui m'arrivait. Quand j'ai compris à 16 ans que voilà, je suis tombée amoureuse, soit amoureuse de et je me suis dit, non, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire Colette, j'ai commencé à lire plein d'autrices, j'ai commencé à me renseigner. Et en fait, ça m'a ouvert sur le monde. Et c'est assez fou. Et il y a Didier Rivon qui en parle un peu dans Retour à Reims. Mais en fait, comment l'homosexualité peut, chez des enfants d'ouvriers, amener quelque chose et une ouverture. Et en fait, voilà, genre, je remercierai jamais assez la vie d'être lesbienne parce que ça amène plein de choses. Je suis heureuse et j'ai pu faire plein de choses parce que je suis lesbienne. Et ça, c'est assez chouette. Ensuite, militer dans un quartier populaire en tant que lesbienne, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça ne change rien. Moi, j'habite au quartier de Lille Sud, qui est l'un des quartiers les plus pauvres de Lille. J'ai grandi dans un quartier populaire, ça ne change rien du tout. Par contre, ce qui change, c'est que ça m'oblige à lutter contre ce fléau qui grandit de l'homo-nationalisme, qui voudrait nous faire croire que nous, habitants du quartier populaire ou ayant grandi dans le quartier populaire, on serait plus victimes finalement de l'homophobie. Je vous l'ai dit, je suis descendue dans la rue et j'ai commencé à militer avec la Manif pour tous. Il ne me semble pas que la Manif pour tous était en grande partie composée de gens des quartiers. J'ai grandi, mon père vient de Guinée, il a fait l'école coranique, il est musulman. Et la semaine dernière, j'étais en train de fêter Pâques avec ma fille et ma compagne. Et en fait, on voit grandir et aussi on voit beaucoup d'homos
tendance à voter au Rassemblement national, qui milite et qui, en fait, il y a ce discours ambiant sur les quartiers perdus de la République, sur les Noirs et les Arabes seraient plus homophobes, les gens issus de l'immigration musulmane seraient plus homophobes, et en fait, il y a un danger, en fait, la démocratie sexuelle serait liée aux villes centrales, et on aurait des territoires perdus pour les personnes homosexuelles dans ces lieux habités majoritairement par des gens issus de l'immigration. Et en fait, ça, c'est un fléau total, et on le voit, alors ça, pour l'instant, dans ce qu'on voit, ça touche plutôt les gays, puisque en fait, on voit la répartition des votes. Les gays votent peut-être plus Front National, enfin Rassemblement National pour le coup maintenant, et les lesbiennes, pour des raisons purement aussi matérielles, puisque ces deux femmes qui vivent ensemble vont plus voter à gauche parce que les raisons matérielles aussi l'expliquent. Mais en fait, il y a ce discours ambiant. Et je pense qu'en tant qu'habitant des quartiers populaires et venant des quartiers populaires, j'ai aussi cette bataille culturelle à mener. Je me dis, mais en fait, on n'est pas plus maltraité dans les quartiers populaires que dans le centre-ville. Et pour vous donner un exemple, quand Louison, ma fille, est née, en fait, j'ai eu des cadeaux de tous mes voisins qui viennent, enfin, et ça se passe très rarement, en fait, c'est vraiment un truc, une socialisation très liée au quartier populaire. Et en fait, c'est des gens que je connaissais à peine, qui venaient même m'apporter des bodies, des ceci, des ça. Et en fait, voilà, c'est ça aussi la vie dans les quartiers pop. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas forcément, enfin, qu'il n'y a pas de problématique. Bien sûr, mais il y en a comme partout. Et je pense que l'un de nos enjeux en tant que LGBT dans les années à venir, c'est de lutter vraiment contre cette vague homo-nationaliste, et ça fonctionne aussi pour les féministes. Comment, en fait, on lutte contre ce discours ambiant qui nous faire croire qu'il y a un ennemi de l'intérieur qui serait contre les droits des femmes, qui serait contre les droits LGBT. Et voilà, c'est aussi pour ça que je milite, c'est comment faire comprendre que l'intersectionnalité des luttes est essentielle, et comment on inclut aussi les personnes issues des quartiers populaires dans les... Merci beaucoup. C'était de Mélanie. Mélanie, tu es sénatrice des Françaises et Français établis hors de France et également coprésidente du Parti vert européen. Déjà, évidemment, c'est le tour de présentation que nous allons dire un peu plus sur toi, mais aussi une question liée à ta fonction. Comment fais-tu pour essayer de bouger les lignes au Sénat dans une institution aussi archaïque? On voit beaucoup sur les réseaux sociaux, et merci pour ça. Mais du coup, qu'est-ce que ça te demande comme énergie et comme levier d'action? Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est vrai que ça, je pense que ma réponse va bien illustrer ce que disait Mélissa, c'est-à-dire que non, il n'y a pas que dans les quartiers populaires qu'il y a un souci. Il y a des espaces dans la République française qui sont majoritairement de vieux hommes blancs bourgeois qui sont particulièrement homophobes. Je le comprends. Pour aller très vite sur mon parcours, moi, je viens du quartier populaire de Marseille, donc à peu près l'inverse du Jura. À tout point de vue, pas que la population, aussi la météo. Voilà, mais j'ai un parcours international parce que j'ai rapidement voulu sortir de France, et je travaillais pendant un moment, je vais faire une partie mais j'ai travaillé pendant un moment au Parlement européen, pardon. Et je pense que ça fait aussi partie des choses qui expliquent un peu certaines réussites il n'y a pas longtemps au Sénat, parce que je viens au fond d'une culture politique qui n'est pas française, puisque j'ai commencé à travailler en politique quand j'étais au Parlement européen, déjà en Belgique, dans un environnement où c'est un peu l'inverse de l'universalisme français. C'est-à-dire qu'en gros, en Belgique, c'est rien affectant que ça ils sont toujours très très choqués. J'étais en Belgique quand il y a eu le mariage pour tous en France, et vraiment la société belge, j'ai regardé la France. Voilà, ça faisait des années qu'en Belgique
ce débat était passé, et en plus, il n'était même pas vraiment arrivé, ce débat. Voilà. Et aussi voilà, un parcours européen au Parlement européen, ce qui explique aussi une façon, en tout cas j'essaie, et je pense que je mets à profit au Sénat, d'essayer, malgré le fait que je parle d'une position très minoritaire au Sénat, de travailler à créer des majorités, à négocier, à faire des compromis pour que les choses marchent. C'est pas facile quand on est une minorité dans le plus petit groupe au Sénat, dans un Sénat ultra à droite, une droite ultra réac, etc. Mais en fait, certains votes passés montrent qu'il y a des points où ça peut marcher. Voilà. Pourquoi, enfin peut-être revenir sur pourquoi déjà pourquoi j'ai été élue au Sénat. Parce que je pense que c'est pas par hasard que ce soit aujourd'hui, donc je suis la seule sénatrice ouvertement lesbienne au Sénat, je suis pas la seule lesbienne, mais je suis la seule sénatrice ouvertement lesbienne. Et je pense que c'est pas un hasard que ce soit dans le groupe économique. La première sénatrice ouvertement lesbienne était aussi écologiste, c'est Corinne Bouty. Et c'est pas un hasard parce que le fait que j'ai été candidate à l'élection sénatoriale et que j'ai été élue, c'est une histoire, je pense, et dont moi je suis très fière, et je pense qu'on peut être collectivement fiers comme écologistes. C'était une intention politique des écologistes de dire, bon, en fait, qui on veut envoyer au Sénat, est-ce que, voilà, vu le groupe qu'on a, vu ce que c'est le Sénat, qui on veut envoyer pour nous représenter, on a envie d'envoyer cette personne parce qu'on n'a pas assez comme ça au niveau national. Et donc moi, je ne serais pas là s'il n'y avait pas eu, chez les écologistes, une volonté proactive d'améliorer la représentativité des minorités sexuelles et de genre, et dans ce cas particulier, des lesbiennes. Ceci étant dit, comment ça se passe? Alors, pour être honnête, ça va peut-être vous surprendre, mais en fait, le Sénat, c'est quand même assez péteur. C'est pas l'endroit où on se fait insulter, où on se fait pousser dessus, etc. En fait, ces insultes-là, il y en a beaucoup, très très fort. Mais généralement, elles viennent de l'extérieur. Il n'y a jamais eu un sénateur qui a ouvertement eu des propos lesbophobes à mon encontre. Par contre, je pense que c'est vraiment important de le noter, on a souvent tendance à confondre ce que peut être la violence des débats et des mots et la brutalité des positions politiques. Parce que paradoxalement, par rapport à l'Assemblée nationale, où c'est un environnement où il y a beaucoup plus de violence verbale, au fond, quand on regarde les positions, les votes qu'exprime la majorité à l'Assemblée nationale, eh bien, c'est des positions qui sont moins réac qu'au Sénat. Donc, au Sénat, on est poli, voilà, on ne s'insulte pas ouvertement, mais par contre, les positions qui sont prises, et je me souviens notamment quand j'ai été élue quelques semaines après, il y avait le vote sur les thérapies de conversion, sur l'interdiction des thérapies de conversion, et c'était monstrueux. C'est vraiment horrible. Mais c'est pas. Voilà. Et donc ça, c'est la particularité du Sénat, c'est que c'est toujours très connu. Voilà. L'autre chose que je voulais dire, c'est sur pourquoi avoir choisi d'en faire un sujet politique et d'être visible. C'est quelque chose, c'est une décision que j'ai prise tout à fait consciemment au moment où j'ai été élue, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense qu'en fait, de fait, si on ne choisit pas la visibilité, on est de fait forcé à l'invisibilisation. En fait, il n'y a pas vraiment de possibilité de choisir entre les deux aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde où si vous n'êtes pas visible, vous êtes contraint finalement quelque part, de façon régulière et tous les jours, de cacher quelque chose. Et c'est le cas de certaines de mes collègues qui ont décidé de ne pas en faire un sujet politique et qui en fait à la fois dépolitisent la question et finalement doivent faire des efforts pour que ce ne soit pas visible à beaucoup d'occasions. Par exemple, le fait de ne pas dire, par exemple, je sais pas, quand vous êtes élu au Sénat, on peut, il y a des trucs qu'on donne à votre conjoint ou votre conjoint, genre une carte pour le transport.
c'est des petits trucs, mais c'est ces moments-là où vous devez bien dire, bah non, en fait, je me souviens que Corinne Bouchot avait eu ce sujet-là, puisqu'il n'y avait pas de carte qui existait, c'était soit conjointe de sénateur, soit conjointe sénatrice. Conjointe de sénatrice, ça n'existait pas. Donc, il avait fallu faire changer le système, machin, pour qu'on change la carte et tout ça. Et donc, en fait, oui, vous ne pouvez pas ne pas être visible, sinon vous êtes contrainte d'être là avec votre carte des villes qui dit soit conjointe sénatrice, soit conjointe de sénateur, bref, une fausse carte. Donc, bref, vous êtes obligé à un moment donné d'être visible. La deuxième raison, c'est que je pense que, et pour le coup, c'est pas quelque chose de moi, enfin, dans ma mémoire d'ado, etc., je ne me souviens pas d'avoir eu tellement besoin de ça. Mais je sais qu'au-delà de la question de la représentation et le fait que quand on dit d'où on parle, on est capable de formuler des propositions, de mettre des débats sur la table d'une autre manière et que ça compte, en particulier quand on est au Parlement et qu'on fait la loi. Mais c'est aussi qu'il y a beaucoup de gens, je pense, et j'en ai encore plus pris conscience après avoir été élue, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'autres qui racontaient. Mais il y a un besoin pas de modèle, mais d'image de ce que ça peut être de se projeter dans une vie en assumant qui on est et de voir que, en fait, c'est possible et que dans cette vie-là, tout est possible, y compris d'être parlementaire national, etc. Et je pense que ça fait partie des choses qui sont nécessaires pour permettre à plein de jeunes en construction qui, pour plein de raisons, ont du mal à imaginer la vie de manière positive, de se dire, il y a une vie qui est possible. Et ça, je pense que quand on est élu et qu'on est dans cette position, de pouvoir le faire ou de ne pas le faire, moi, j'ai senti que j'avais la responsabilité de le faire pour tous les gamins qui c'est difficile et pour qui ça peut jouer un rôle, de se dire, en fait, voilà, il y a des gens dans les vidéos. La troisième raison, c'est que tu as dit, c'est grâce à mon sexualité que j'ai pu faire des études, etc. Et je pense effectivement que être lesbienne, alors c'est pas une histoire de sexualité, mais c'est une histoire en permanence ça, c'est une fois 25 000 fois par jour, c'est à dire avec marché lesbienne. 100 fois par jour, on me dit on n'en a rien à foutre de votre sexualité, etc. Bon, moi, j'ai jamais parlé de ma sexualité, par exemple. Il y a un truc sur lequel je peux être vraiment claire, je n'ai jamais parlé de ma sexualité sur Twitter et je ne compte pas le faire. Donc, c'est pas une question de sexualité, c'est une question, c'est aussi montrer une des manières, pas la seule manière, mais c'est une manière assez radicale d'être une femme en dehors d'une certaine logique hétéronormative. C'est un chemin pour faire ça. C'est pas le seul, mais en tout cas, ça en est un. Et je trouve que c'est important de montrer, y compris à des femmes qui ne sont pas lesbiennes, il y a certains codes, il y a certains éléments de notre vie quotidienne quand on n'est pas dans un rapport hétérosexuel qui sont différents à plein d'égards. La manière dont on envisage la famille, la manière dont on envisage sa carrière, la manière dont on, le rapport à sa partenaire, enfin, tout un tas de choses qui ne sont pas pareilles parce qu'il n'y a pas la domination de genre. C'est pas qu'il n'y a pas de problème avec les lesbiennes, il y en a plein, évidemment. Mais il y en a qui ne sont pas là et ça permet de montrer voilà, qu'il y a une autre manière d'avoir des liens. Et ça, c'est important. Je pense que c'est important, y compris pour les femmes qui ne sont pas lesbiennes, parce que de là peuvent sortir beaucoup d'autres choses. Ouais. Merci beaucoup. Merci Mélanie. Lauriane, toi tu es créatrice du média en ligne Lesbien Raisonnable. Je vous invite toutes et tous à follow le compte si ce n'est pas encore fait sur Instagram. Et tu présentes ce média comme le Vanity Fair du Boulistan. Donc toi, tu es là ce soir pour, et d'ailleurs merci beaucoup d'avoir accepté, pour nous apporter ton regard analytique et journalistique sur le fait, sur tout ce dont on parle ce soir, pardon. Et tu représentes aussi l'association des journalistes LGBT. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, sur ton média, pourquoi tu as créé ce média, etc. Merci.
moi, je suis pas politique. Je pense que ça va s'entendre en termes d'éloquence. Je m'appelle Lauriane, je suis journaliste et j'ai créé donc un média qui s'appelle Les Biens Raisonnables. À la base, c'est une newsletter. Et maintenant, que sur les réseaux sociaux, que sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et on est en train de se construire quelque chose un peu plus grand, un peu plus ambitieux, notamment un site d'information lesbien. Donc moi, je parle surtout d'actualité culturelle et politique lesbienne. Je ne connais pas du tout sexualité. Qui se fait bien sur Instagram et ailleurs, mais c'est vrai que c'est pas mon sujet. Il y a plein de choses dans les lesbiennes qui sont parler. Et effectivement, je suis aussi en tant que membre de l'AJL. Si vous connaissez, c'est l'association des journalistes LGBT. C'est une association qui est née il y a 10 ans, au moment, sans parler du traitement, on va dire, entre médiocre et déplorable de ces débats par tous les journaux, la télé, etc. Ça a été fait notamment par Alex Pépin, Mathieu Ménezec, des journalistes. Et face à ces débats, ils sont dit dans le contexte, puisqu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y a pas de personnes concernées. En fait, en réalité, c'est un psychiatre, un membre du clergé, éventuellement un politique, les lesbiennes, les gays, les trans, les étudiants. On travaille de différentes façons, on a notamment une newsletter où on regarde un peu les articles qui se font, alors des fois on est un peu déçus, après on est parti, des fois on est très content, après on est parti. Donc on a un peu ce travail de veille. On propose aussi des consignes aux rédactions avec un kit qui sont notre site qui est très très bien fait. Je vous dis parce que c'est une utilité, c'est un 12 chapitres. Vous invite même si vous n'êtes pas journaliste à aller le consulter. C'est hyper utile. Et on organise des tas de choses. Par exemple, on organise des outdoors. Les outdoors, c'est une cérémonie qui a lieu tous les ans, tous les 2 ans, et qui permet de récompenser les personnes qui ont œuvré à la visibilité des personnes LGBT dans l'année. Et normalement, les prochains seront dans ça. Déjà ce premier tour de parole. Donc ensuite, la table ronde va s'organiser autour de 3 thèmes auxquels je vais vous proposer de réagir de manière alternative et selon votre bon vouloir. Donc, et ensuite, il y aura un échange avec la salle aussi, ne vous inquiétez pas, nous ne vous oublions pas. Le premier thème, c'est le lesbianisme comme combat politique. On sait notamment que le lesbianisme peut être un chemin souhaitable vers l'émancipation politique. Autrement dit, est-ce que pour vous, c'est un moyen de fragiliser la société patriarcale? Partant de là, et on sait que c'est particulièrement le cas chez les lesbiennes, pour vous, comment vous éprouvez le coût de la représentativité, c'est-à-dire toutes les attaques que vous pouvez subir au quotidien, comment vous faire les mots. Vous avez compris. Et après, j'essaie de centrer le thème, mais évidemment, vous pouvez divaguer, etc. Vous êtes tout à fait libre. Alors, en fait, comment dire, être lesbienne, de base, c'est un gros doigt d'honneur en fait à la société énorme avec moi. Et en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où on n'est pas dans le schéma qu'on nous propose, hein, globalement, les transformants, etc., le labrador avec les enfants, les deux, mais voilà. À partir du moment où on dit, ben, en fait, nous, c'est pas trop notre truc, ben, c'est clair que y a tout qui peut être mis en question. Parce qu'on on enlève un truc de base
qui est la première des sociétés, la famille étant la première, la cellule, première cellule sociétale, bah, ça veut dire en fait que toute la société peut peut-être ne pas correspondre à ce qu'on avait imaginé pour nous, individus. Donc, et du coup, ça en devient en effet quelque chose de politique, puisque si c'est un doigt d'honneur à la première des sociétés, c'est peut-être un doigt d'honneur à l'ensemble de la société telle qu'elle nous est proposée aujourd'hui. Et en effet, je pense que c'est le petit challenge, je pense, c'est de passer de mon petit combat perso à comment être bien dans mes comptes, dans mon couple et dans ma relation à l'autre, à comment est-ce que en fait j'en fais quelque chose autour de la société et de transformer son désir amoureux qui à la limite ne pourrait concerner que moi et que nous individuellement en un projet politique global. Et je pense, alors encore une fois, on n'a peut-être pas forcément les mêmes vécus, mais moi j'ai été hétéro, jusqu'à mes 24 ans. On n'arrête pas comme ça. C'est parce que je survis aussi énormément. Mais très hétéro, très bourgeois, très catho, très de droite. Voilà. Donc, au coming ce soir, en fait, voilà. J'ai été très très bien éduquée par mes parents et par ce qu'ils avaient décidé pour moi. Et voilà, et j'ai fait mon Erasmus à Lille. Et là, j'ai découvert oui, c'est trop bien. Et après, je l'ai dans le jeu. Et je suis avec ses propres. C'est pas les. Ouais, alors, voilà, la bourgeoisie, et voilà, c'est pas la même. Mais du coup, c'est vrai que moi, ça m'a sauvé la vie, en fait. C'est-à-dire que le petit sentiment d'injustice, de trucs que je pouvais avoir, qui était que j'étais un peu féministe, que j'avais pas trop compris, ben, en fait, à 24 ans, à un moment donné, on se dit, mais bon sang, et bien sûr, en fait, il faut tout revoir. Le logiciel est complètement coupé, c'est pas possible, je peux pas être là-dedans. Et il faut tout changer, en fait. Et c'est vrai que ça permet de transformer le regard qu'on peut avoir sur soi, le regard qu'on a sur l'autre. En effet, le rapport de séduction, entre guillemets, qu'on peut avoir avec ses potes, et ben non, d'un seul coup, ça va être des alter ego. Et on peut tout changer. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez important. Et je pense que tout le monde n'est pas forcément non plus dans la logique de dire, bah, puisque je suis lesbienne, je rentre en politique. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde ne fait pas forcément ce truc-là. Et c'est vrai que parce que je suis lesbienne, je suis la seule d'être de gauche de ma vie. Donc en effet, ça m'a permis à moi d'être dans une minorité. Alors qu'en fait, sinon, j'étais dans la majorité oppressive et pas de problème en fait. Donc moi, tout allait bien, quoi. Et là, d'un seul coup, j'ai pu vivre, entre guillemets, une injustice qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur le monde dans lequel j'étais. Sinon, jamais j'aurais ouvert les yeux sur les injustices et sur la façon complètement occupée dans le monde gouverné. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce qui fait le déclic qui permet de dire j'en fais un combat politique et je mets ma colère, mon énervement, parce que pareil, on fait de la politique pour des tas et des tas de raisons. Je pense que la colère est un très très bon motif d'engagement. Mais ça permet en effet de participer à quelque chose de plus grand. Et là, je vous avoue que j'ai pas forcément la solution de savoir quel est le schématique en fait de l'engagement. Je pense que scientifiquement, c'est intéressant de bosser sur une thèse dessus. Oui, alors j'étais en train de mourir tout à l'heure, mais ça va mieux. Alors, les lesbiennes ne sont pas lesbiennes. Du coup, en fait, finalement, ça permet de sortir de plein de schémas, effectivement. Ça permet de sortir de plein d'attentes. Et ça permet enfin, tu le disais tout à l'heure, de sortir de plein de choses, en fait, et de faire peut-être parfois plus de choses. Je parlais tout à l'heure du fait que j'ai pu aller à la fac, parce que j'étais lesbienne, ça m'a ouvert des portes. Mais en fait, ça t'ouvre aussi d'autres perspectives. Et surtout, ce que le lesbianisme m'a apporté, c'est le fait, en fait, de vouloir aller vers des groupes, aller militer avec d'autres meufs. Et en fait, la sororité, le groupe, l'action collective, ça permet aussi de découvrir et de construire un autre monde. Et ça, c'est essentiel, en fait.
cette volonté de construire en dehors de tous les stéréotypes, en dehors de tout ce qu'on nous a enseigné, en fait. Hein. Quand je me suis découverte lesbienne, je me suis dit, ah mais mince, qu'est-ce que je vais faire? Je pensais que j'allais avoir 3 enfants, un chien et un pavillon en banlieue, mais enfin, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant, en fait? Je peux pas me marier, je peux pas avoir de gosse. Et en fait, j'adorais mettre du vernis. Voilà, on dit ça à 15 ans. Et en fait, ça permet aussi de construire un autre monde, d'avoir un autre rapport au monde. Et je pense que si finalement les lesbiennes ont été à l'avant-garde de plein de combats, ont été ultra engagées dans les combats pour les droits des personnes atteintes du VIH, ont été à l'avant-garde de toutes les révolutions, de toutes les révoltes, ont été à l'avant-garde aux côtés des opprimés, c'est pas pour rien, en fait. Et je pense qu'on a un monde à construire et effectivement, cette visibilité, elle est importante pour moi. Mélanie, pardon, disait tout à l'heure, disait tout à l'heure que finalement, adolescente, elle n'en avait pas forcément besoin. Mais avec un ami, on se disait en rien qui est gay, que dans nos quartiers, en fait, quand on était gamin, on pensait qu'il n'y avait pas de noirs et d'arabes, en fait. On pensait que ça n'existait pas. Et quand je suis entrée en politique, je me suis dit que c'était ultra important d'être visible. Parce qu'il y avait peut-être des petites filles qui se diraient que c'était un truc de blanc bourgeois, de homosexuel. Et en fait, la représentation compte. Parce que quand, à 15 ans, on découvre lesbienne et qu'on n'a jamais vu de femmes noires lesbiennes, en fait, on se dit, mais non, en fait, ça n'existe pas, je suis la seule, je suis unique, c'est étrange. Et en fait, cette représentation compte. Elle compte, la représentation en tant que femme noire compte, parce qu'en fait, on en a très peu en politique. La représentation d'une femme noire lesbienne compte encore plus, parce qu'on en a encore moins. Et en fait, ça peut permettre à plein de gamines de dire, ben, en fait, c'est OK, tout est OK. Et un jour, je pourrais faire de la politique, je pourrais essayer de changer le monde, je pourrais avoir des femmes, je pourrais avoir des enfants, plein de choses. Et c'est ça aussi qui comptait pour moi. Et de pouvoir permettre à des jeunes femmes de se sentir OK. Et j'ai été candidate pour le congrès ELV et ça a été l'un des axes qu'on a voulu mettre aussi en avant, c'est comment en fait peut-être un parti politique pouvait mettre en avant une jeune femme racisée, lesbienne, sur le quartier populaire et comment ça pouvait changer profondément aussi le rapport aux politiques. Je pense que faire de la politique autrement, c'est ce qu'on porte en tant qu'écologiste. Ça change, ça passe aussi par le changement de comportement et les changements de comportement arriveront aussi quand on aura d'autres profils en politique et pas spécial. On a porté, je porte beaucoup l'arrivée d'autres CSP, mais aussi ça passe par l'arrivée de plus de femmes, de plus de gens finalement qui ne sont pas du sérail et qui n'ont pas le même profil. Et les lesbiennes peuvent profondément changer le rapport à la politique. Sandrine Rousseau, ce matin, disait qu'il fallait dédémoniser la politique, et pas dédémoniser la politique. Alors, je vais peut-être repartir de la première question. Tu disais, c'est quoi le coût à payer de la vie. Et en fait, alors, il y en a un, il est évident, surtout quand on est particulièrement visible parce qu'on est parlementaire et que donc on prend de la place dans l'espace public et la place qu'on prend dans l'espace public, généralement, il y a des gens qui considèrent qu'on la prend à leur dépense. C'est-à-dire que soudainement, voilà, avant il y avait quelqu'un d'autre qui était là, et du coup, et donc, le coût, il est certain. C'est des insultes, c'est. Bon, après, et parfois d'ailleurs, je me dis beaucoup, je suis extrêmement habituée, ça me touche plus trop, j'ai aussi beaucoup de trucs mis en place pour ne pas voir. J'ai parfois souvent des gens qui m'écrivent vraiment c'est horrible et tout, et je suis là genre, je ne l'ai pas dit parce que voilà. Mais c'est un problème aussi de se dire en fait ça fait partie du job. Voilà, et c'est vrai que parfois je me dis attends, tu es en train d'intégrer le fait que
forme de fatalité presque à devoir accepter ça. Si tu décides de prendre la place que tu prends, ça vient avec. Et c'est vrai que c'est problématique. Et c'est aussi la raison pour laquelle il m'arrive parfois, c'est rare parce que franchement, sinon je lirai sur Twitter avec ça tout le temps, c'est insupportable. Mais il m'arrive parfois de visibiliser des insultes et des messages haineux, etc. Parce que aussi, moi, ça m'aide en fait d'avoir les réactions des gens, de me rendre compte que ce n'est pas normal. Donc, les gens qui disent vraiment soutien, c'est inacceptable et tout, mais en fait, c'est tout le temps, quoi. Et ça m'aide d'avoir des personnes qui me rappellent que ce n'est pas normal. Parce que sinon, c'est voilà, vraiment tout ça. Néanmoins, ce coût, il existe et il est élevé, mais il y a un coût à l'invisibilité qui est pas moins élevé. Parce que choisir au fond de se cacher, ça vient pas sans coût. Il n'y a pas une option qui est neutre et une option qui est coûteuse. Les deux options ont un coût et le coût d'invisibilité. Alors chacun choisit en fonction du contexte dans lequel il ou elle est et voilà. Et j'ai strictement aucun jugement sur les choix que chaque personne fait dans sa propre vie. Mais en tout cas, pour moi, l'invisibilité, je pense que c'est beaucoup plus coûteux. Et sinon, sur la question pourquoi, etc., donc je pense que ça va un peu répéter ce que j'ai dit tout à l'heure et peut-être que des autres candidats, parce que peut-être qu'il y a peu de controverses, je trouve, ce soir. mais c'est vrai que, alors déjà, au Sénat, l'effet que ça fait, c'est qu'en fait, je pense que pour beaucoup, j'existe pas. En fait, dans leur monde, en fait, ça n'existe pas. Donc, ils savent pas trop quoi dire, quoi répondre, parce que les codes sont différents. Il y a des mots que j'ai dit qui apparemment avaient été dits pour la première fois. Enfin, par exemple, cisgenre, par exemple. C'est un truc qui a été prononcé au Sénat en novembre 2021. Voilà. Et donc, j'ai traité quelqu'un de cisgenre. Et ça l'a énormément choqué. Et donc, c'est des choses comme ça, je me dis, ouais, ben voilà, parce que, bon, ça c'est évident qu'en fonction du contexte dans lequel on est, rien que le simple fait d'être là, ça crée quelque chose que les gens se disent, c'est quoi? Ce truc n'est pas dans mon radar normal, je ne sais pas comment réagir. Bon. Elle, ça va pas trop loin, mais bon. Voilà. Mais bref. Et sinon, voilà, je vais un peu répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense vraiment que en fait, c'est être visible comme lesbienne, c'est montrer une option qui est franchement pas mal. Une option pour sortir de l'hétérosexualité. Je ne dis pas que c'est la seule, mais en tout cas, je pense que, en tout cas, de mon point de vue, c'est quand même une chance. Et je pense que pour beaucoup, c'est une chance. Je pense que c'est plus facile quand on est lesbienne, au fond, de sortir de l'hétérosexisme que quand on est hétéro et qu'on doit le faire dans l'hétérosexisme. C'est vraiment galère. Et non, je me souviens, et je crois qu'on a toutes et tous eu au moment, ça m'avait beaucoup marqué au moment du Covid, quand tout le monde s'est retrouvé chez soi. C'est quand même le lieu privilégié d'institutions des rapports de force domestiques, et que j'avais la plupart de mes potes hétéros, femmes, qui soudainement, ça a vraiment été soudainement je me retrouve à la maison et je me retrouve comme on ne travaille pas, comme on sort pas, machin, et je me retrouve à réassigner à un rôle dont je pensais être sortie, et en fait, en me retrouvant enfermée à la maison, en fait, je me rends compte que je ne suis pas sortie. Je pense que c'est beaucoup plus facile, et c'est pour ça que c'est pas qu'une question d'orientation sexuelle au sens restreint du terme, c'est vraiment montrer un modèle de fonctionnement qui sort du rapport hétéronormé de genre. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que les couples lesbiens sont parfaits. Pas du tout. En tout cas, le mien n'est pas.
bien que je sois avec quelqu'un qui aimerait bien avoir des labradors et 3 enfants et se marier. Je veux dire, voilà. Faut aussi, faut pas penser que toutes les lesbiennes veulent sortir de la question du labrador et des 3 enfants. Ne croyez pas ça, c'est faux. Mais voilà, en tout cas, c'est incarner une option différente que l'option qui nous est proposée de façon majoritaire. Et en fait, je pense que même pour les personnes qui ne s'identifient pas, qui ne se disent pas ah ben moi aussi, en fait, je me sens comme ça, ah ben moi je m'identifie à cette personne parce qu'en fait je suis lesbienne, même pour les personnes qui ne sont pas lesbiennes, le fait de se dire il y a un chemin qui est un autre chemin, ça peut permettre de construire d'autres chemins qui ne vont pas être celui-là, mais qui vont être une façon de ne pas être dans la domination hétérosexuelle. Et donc ça, je pense que c'est la raison majeure pour laquelle moi j'ai décidé de le rendre visible. Et en plus, au Sénat, bah, c'est marrant. Voilà. Ouais, sur la question de l'invisibilité dans les médias à l'AJL, c'est un de nos diagnostics. Mais là, on commence toutes nos réunions générales, traditionnellement, commencent par le point visibilité lesbienne. Qu'est-ce que vous sur les lesbiennes? Qu'est-ce qu'on fait pour les lesbiennes? C'est une tradition. C'est vrai que sur l'enfance, ce que disait Mélissa, c'est comme ça, en fait, que je ne savais pas qu'il y avait des lesbiennes, des lesbiennes. Et c'est pour ça que j'ai fait un modèle sans conscientiser au départ, mais c'est pour ça qu'on fait tout un truc quand il y a un coming out, quand il y a le moindre personnage Disney qui est plus ou moins gay, on ne sait pas trop, mais bon, déjà c'est un peu cool. Ouais, est-ce que vous disiez aussi sur le fait de faire des recherches, en fait, on doit se transformer en universitaire de l'économie pour trouver nos vies, quand on va y bibliothèque, les bons qui nous laissent bien, qui ne soient pas un film de ouais. Et en fait, c'est un vrai travail qui pour nous et bien que le fait d'être visible en tant que journaliste, en tant que politique, c'est moins important. Pour moi, ce qui me touche le plus, c'est quand j'ai des messages de médias, qui font ça, voilà, j'ai entendu, et voilà, après, je ne sais pas si la représentativité, c'est bien, mais c'est pas ce métier-là, quoi. C'est bien. Merci beaucoup. Vous me permettez de faire une transition parfaite pour le prochain thème, qui est la visibilisation, non, la visibilisation, pardon, en tant que personnalité publique, parce qu'en fait, en préparant cette table ronde, je me suis demandé est-ce que toutes les lesbiennes sont politiques? Non, ça c'est vrai, on le sait, mais en fait, j'aimerais bien que vous me parliez un peu de ce que vous ressentez quand vous voyez qu'il y a des personnalités LGBT qui ne sont pas déclarées en tant que telles, qui ne parlent jamais en tant que telles, et aussi que vous nous donniez votre regard sur un peu ces coming out vécus comme des diversions politiques de ces dernières semaines. Et forcément, lien avec ça, est-ce que la société nous implique de rentrer dans un moule? Et est-ce que c'est pour ça aussi que ces personnes agissent ainsi? Voilà, c'est large, ça vous laisse le temps de discuter. Alors, qu'est-ce que j'en dis déjà, je voudrais dire que 64 ans, c'est toujours un
En fait, moi, j'ai toujours un problème. Alors, il ne faut pas forcément être visible. En fait, enfin, la stratégie des outings, ça m'a toujours questionné en tant que militant. Par contre, une grosse question, c'est dans une période de tension sociale comme ça, c'est de faire son coming out. Surtout quand, en fait, ça fait des années qu'on est dans un gouvernement avec d'autres membres qui ont participé activement à la manif pour tous, qui ont dit clairement qu'ils n'arriveraient pas le couple LGBT. Donc ça questionne. Et surtout, en tant que militante féministe, en tant que militante lesbienne, j'ai pleinement conscience que si aujourd'hui je me vis à peu près sereine, si aujourd'hui je peux avoir une petite fille, je peux avoir une compagne, je peux avoir une vie hétéronormée, avec la maison, j'ai pas le chien encore, c'est parce qu'il y a des militants, des activistes qui ont donné leur vie, parfois qui ont finalement mené des actions coup de poing, qui ont eu des vies enfin, finalement, qui ont donné leur vie pour la cause. Et, enfin, je pense notamment aux émeutes, enfin, ça vient de là aussi, le militantisme LGBT. C'est des actions avec des gens qui étaient à la marge. Et en fait, ils ont été à la marge et grâce à eux, bah, finalement, on arrive un peu au centre, à nos dépens parfois. Mais voilà, c'est à ces gens-là qu'on doit rendre hommage et c'est à ces gens-là qu'on doit nos vies aujourd'hui à peu près sereines, nos vies qui peuvent basculer à tout moment aussi. Et ces gens-là, en ne disant rien contre des ministres LGBTphobes, en ne disant rien face à des attaques racistes, on voit là aujourd'hui la diversion sur les migrants, sur les allocataires du RSA, en fait, ils fragilisent aussi les droits. En fait, en fragilisant les droits des migrants, on fragilise les droits des précaires, on fragilise aussi les droits des LGBT, des précaires, et surtout, en fait, c'est un enchaînement. En fait. Aujourd'hui, en Rome, il y a les droits de tout le monde, et on arrive vers une pente glissante vers la réduction des droits de beaucoup de minorités. Et donc voilà, c'est ça que ça m'inspire. Il ne faut pas forcément être absolument out selon moi si on ne peut pas, si ce n'est pas le moment. Et maintenant, quand j'ai fait mon coming out public, on avait fait une vidéo avec les candidats LGBT au municipal de Lille. En fait, c'était être out pour ceux qui ne le peuvent pas. Mais par contre, quand on est dans une position de pouvoir et que depuis des années, on est allié à des gens clairement contre nos droits, je trouve ça un peu moi, je pense que là, quand on parle du témoignage de Youssef pour ma copine, et on parle du témoignage de Forbes. Je sais pas si vous expliquez Forbes. C'est un magazine de fonctionnaires. C'est souvent les classements des séries sur les France, etc. Donc, ça aussi, c'est pas anodin. Ça ne s'est pas passé de la même manière pour Youssef que pour Magali, parce que Youssef s'est pris 10 questions sur la réforme des retraites avant qu'il ait fait son témoignage. Et au moment où il arrive au témoignage, la question qui est dessus, c'est est-ce que ce n'est pas une diversion à ce moment-là et ça a été, je crois qu'il y a eu un tweet de journaliste qui m'a interviewé qui me dit oh, première femme politique, c'est pas son témoignage. Mais déjà qu'on a du mal à trouver notre histoire, mais c'est en plus un tout point effacé. C'est une chose qui nous dit tout, quoi. Ouais. J'ai pas beaucoup à rajouter sur ce que dit, sur ce qu'il en a dit. Peut-être un témoignage de en tout cas, les discussions qu'il peut avoir avec mes collègues sénateurs et sénatrices qui ont le choix de ne pas être visibles. C'est évident qu'il y a là-dedans l'intériorisation du fait que
l'intériorisation du fait que, quelque part, leur identité, elle est moins légitime que celle des autres. Je veux dire, quand on décortique la discussion, c'est à ça que ça vient. C'est-à-dire que les autres ont le droit de dire qu'ils sont hétéros, mais eux, s'ils disaient qu'ils ne le sont pas, ce serait politiser leur privé, voilà, alors que jamais, à aucun moment, ils disent ça de leurs collègues hétéros. Et donc, il y a une partie, voilà, il y a de l'intériorisation très forte de l'homophobie. Il y a beaucoup d'homophobie intériorisée, c'est-à-dire d'avoir la sensation qu'en fait, si on parle simplement de qui on est, on va instrumentaliser quelque chose, alors que en fait, tout le monde le fait en permanence, et c'est considéré comme étant neutre. Et donc, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas déconstruit, et je pense qu'en partie, pour certains, avec de la sincérité. Il ne faut vraiment pas l'avoir déconstruit. C'est convaincu que c'est pas, enfin que voilà, c'est politiser quelque chose qui ne devrait pas l'être. Voilà, que c'est parler de sa sexualité comme si c'était, comme si leur collègue qui dit ma femme, il parlait de sa sexualité. Enfin, je veux dire, voilà, moi j'ai une collègue dans notre groupe qui est dans ce truc-là, donc elle ne dit jamais publiquement qu'elle est une compagne. Bah, voilà, ce serait rien d'autre de différent que tous ses collègues qui disent qu'il a une femme, ou inversement, bref, et à aucun moment elle a jamais dit ah quand même sexualise vachement le débat là, aucun moment. Bon ouais. Donc il y a vraiment voilà une forme d'intériorisation. Je pense le Sénat, ça reste malgré tout une institution qui est par sa composition, par la manière dont sont élus les personnes qui y siègent, le résultat l'aboutissement du cycle de discrimination hétérosexuelle de toute la vie française. C'est-à-dire que c'est des élus qui élisent des élus qui sont élus depuis longtemps, enfin, je veux dire, donc forcément, à toutes les. Voilà. Voilà. Et ensuite, ouais, sur les coming out, c'est clair que moi, j'ai. Olivier Dussopt, il fait son coming out, il ne le fait pas là. Mais le problème que j'ai, évidemment, c'est évident que c'est une diverse. Enfin, c'est évident que c'est utiliser quelque chose, au lieu d'utiliser pour faire avancer la cause, ce qu'il aurait pu faire à plein de moments, il l'utilise au moment où il espère que ça peut permettre d'éteindre une révolte sociale. Bon, ça, c'est vrai que après, le plus gros problème que j'ai avec ça, c'est pas tellement qu'il fasse son coming out, c'est que bah, dans sa position, ayant des droits, parce qu'il y a des gens comme nous qui se sont battus pendant des décennies et des décennies pour qu'ils puissent avoir le droit de se marier, pour que si on l'insulte dans l'hémicycle, la personne qui l'a insulté puisse être condamnée, tous les droits qu'il a, Olivier Dussopt, c'est quand même nous qui les avons acquis. Et lui, il fait partie d'un gouvernement consciemment et en légitimant ça, avec des personnes qui ont combattu nos droits depuis toujours. Et c'est ça le problème. Là, le problème, c'est pas que l'élection fasse son coming out. C'est qu'il fasse son coming out en ne disant rien sur le fait qu'il y avait Caroline Payeux, Gérard Darmanin, Christophe Béchu, etc. Et je ne l'ai jamais entendu aller à la télé et dire moi j'ai un problème avec ça, en fait, je ne peux pas rester dans ce gouvernement. Donc à un moment donné, c'est ça mon problème. C'est pas le fait qu'il le fasse dans le têtu. Bon, voilà, ok, quelque part, chaque coming out peut servir à quelque chose aussi. Mais le problème, c'est qu'au fond, il légitime le fait qu'on peut continuer à accepter qu'il y ait des ministres homophobes qui ont manifesté contre nos droits et que lui, il vient dire moi, je suis gay et c'est OK en fait. Et là, on a un problème. Voilà. Juste pour me rappeler un truc sur Kamel et Iran, et ça rejoint sur le mouvement nationaliste. Je crois qu'elle avait dit quelque chose comme ce qui m'inquiète le plus en ce moment, c'est pas des mots, c'est les discours incompationnels. Là, clairement, c'est une prise de position nationaliste. Et ouais, sur la stratégie de coming out ou d'outing,
c'est vrai qu'en fait, laïcité, c'était une tradition mais c'était le fait, je crois, qu'on fait une décider de laïcité des personnes qui étaient dans le placard, qui ont Moi, moi, je trouve que c'est une faute politique, en fait, clairement, d'oser instrumentaliser en fait le timing d'une réforme sociale pour tenter d'humaniser une fonction ministérielle. Disant, voilà, je suis quelqu'un comme un autre, je suis quelqu'un comme un autre. Moi aussi, j'ai quelqu'un dans ma vie. Enfin, en fait, c'est indécent. Et c'est en effet cracher à la face de tous les combats. Et tu l'as bien dit, Mélissa, Stonewall, c'est quand même la répression policière à la base, qui en fait tapait sur les pédéguines et les trans. Et en fait, à un moment donné, il y en a qui se sont révoltés. Et nos combats aussi sont basés là-dessus et ils se sont faits dans le sang. Et moi, je trouve ça absolument indécent de leur part de le reprendre à leur compte, de tenter une humanisation et de ne pas en faire en fait un sujet politique. Là, pour le coup, moi, mais parce que je déteste tous ces gens, en fait. Donc là, c'est tout, je ne peux pas être sympa avec eux, je suis, enfin, ça m'insupporte. Sarah El Haïry, c'est ma némésis, en fait. Donc, déjà, elle a l'outrecuidance de porter mon prénom. Mais en fait, elle met en place un service national universel. Je suis vice-présidente à la région en charge de la jeunesse. J'ai essayé d'entraîner ma majorité pour faire en sorte que non, on ne facture pas à l'État le prêt de nos lycées, puisque les régions sont propriétaires des lycées, parce que donc ils vont venir en fait pendant l'été pour faire 12 jours de service national universel. C'est vachement des paysans. Hein. Toute la journée, on est dans un lycée, puis pendant les vacances, qu'est-ce qu'on fait? On va au lycée. Donc voilà, chanter la Marseillaise, avoir des violences sexuelles, des viols, etc. C'est trop bien. Donc moi, j'ai essayé de militer pour faire en sorte que non, on militarise pas la jeunesse, on n'en fasse pas un élément obligatoire dans Parcoursup et on ne se sert pas des lycées de la région Bourgogne-Franche-Comté pour appliquer ce genre de programme. Donc en fait, politiquement, on n'est absolument pas d'accord, et sur rien. Et vraiment utiliser ça, nous, ce qu'on fait là ce soir, là, c'est pas de la communication. On est quand même sur un gouvernement aujourd'hui qui est un gouvernement de communicants. Nous, on fait du militantisme, nous, on fait de l'activisme, nous, on fait de la politique, en fait. Nous, on veut changer le monde. C'est ça, la politique, c'est transformer le monde pour un monde meilleur et pour tout le monde, pas que pour nous. Et je pense que être lesbienne, c'est quand même un truc absolument extraordinaire. C'est powerful comme pas possible, parce qu'en fait, on a un contrôle sur nous, sur notre sexualité, sur ce qu'on veut. C'est une chance, c'est un des premiers des combats. Et il faut absolument en faire quelque chose. Et alors, faire passer sa crème dans un journal en disant je suis normale, je suis comme vous. Non, mais c'est indécent. Ça me fait rire. Je sais pas quoi dire. On va passer au pas de j'aimerais avoir un peu. On sait que beaucoup de militants se méfient aussi d'une politique au sens politique partisane, politique institutionnelle. J'aimerais avoir votre regard déjà sur comment on attire plus de copines et de camarades à faire de la politique. Et est-ce que vous pensez enfin, comment vous jonglez aussi entre militantisme et posture institutionnelle? Tu peux reformuler la question? Comment il y a une méfiance Ouais, il y a une méfiance. des militants c'est normal. Parce que les institutions, c'est pas cool. Hein. Enfin, voilà. Et après, c'est bien pour ça qu'il faut y aller. Donc, je pense que quand on y va en premier, c'est compliqué et qu'on reste la voie pour d'autres qui arrivent après.
Est-ce que c'est qu'il faut y aller et qu'il faut bien commencer? Mais c'est vrai, en fait, c'est un argument qu'il faut mettre à l'envers parce que sinon, on peut perpétuer des institutions qui n'ont jamais vu de discussion à vie parce que la société les fait vivre pas d'elle-même ni de l'intérieur. En tout cas pour le Sénat, l'institution que je connais bien, c'est évident, enfin, je veux dire, ce n'est pas possible que sans modifier sa composition, sans modifier la diversité des profils qui sont, sans modifier d'où viennent les gens. Aujourd'hui, au Sénat, on est quand même dans une situation, depuis le dernier renouvellement, depuis 2020, il n'y a plus un renouvellement de Sénat. Zéro. Évidemment, enfin, qu'on entend des discours complètement déconnectés, y compris sur toutes les questions, sur la, je me souviens des débats sur l'assurance chômage. Et je veux dire, ces gens vivent dans un monde complètement déconnecté. Sur la retraite, c'est pareil, ils parlent de position, mais ils n'ont aucune idée de ce que vivent la plupart des gens. Mais c'est parce que c'est vrai, c'est pas leur vie. Et donc, bien sûr qu'il y a une défiance parce que on regarde ça, on se dit, mais c'est horrible. Et c'est vrai. Mais c'est la raison pour laquelle il faut y aller. Et après, je pense que on n'est pas. Enfin, chacun fait comme il veut, chacun s'implique dans l'endroit où il ou elle souhaite s'impliquer et de la façon dont il se sent le mieux. Si c'est dans un parti politique, dans un parti politique, si c'est dans une association, c'est dans une association, si c'est dans son boulot, en faisant des choses parce qu'on est prof, parce qu'on est médecin, parce qu'on est assistante sociale, parce qu'on est boulangère, peu importe, on peut agir à tous les niveaux. Moi, c'est un niveau que j'aime bien, parce que j'aime bien faire des textes de loi, donner des arguments on adore, ça me très bien. Mais on n'est pas obligé de faire ça. C'est pas la seule chose qu'on peut faire pour faire avancer le sujet. Par contre, tous les espaces qu'on peut prendre de visibilité, que ce soit dans une boulangerie ou dans une salle de commission au Sénat, je pense qu'il faut les prendre. Et c'est pas, bah, je pense, enfin, en tout cas, il y a beaucoup de, souvent quand je parle parmi des classes de jeunes ou quoi qui viennent et qui disent ouais, j'ai envie de faire des trucs, mais j'ai pas envie de faire de la politique. Bon, souvent la politique c'est vu comme être dans un parti politique avec famille. Bon, déjà c'est pas la seule manière de faire de la politique, on peut dire la politique milliers de manières différentes. Mais en plus, bah, en fait, je crois que chacun doit trouver ce qui lui fait le plus, quoi. Et moi, j'aime bien ça, mais pourquoi c'est ce qui vous fait kiffer, c'est aller balancer des sauts sur un jeu je sais pas, bref, autre chose, peut-être autre chose. Ce qui est important, c'est de trouver l'échelle qui nous correspond le mieux. Après, c'est clair que dans les institutions, le fait de ne pas laisser les lieux de pouvoir aux mains d'un seul groupe, c'est-à-dire, moi au Sénat, je dis toujours, j'ai pas de problème avec les vieux mecs blancs hétéros de droite. Mon problème, c'est qu'ils sont 75% au Sénat. Ça, c'est un problème, c'est pas normal. Qu'il y en ait, c'est formidable. Mais c'est pas possible qu'il soit 75%. Parce que ça a un impact sur les débats qu'on a, sur les sujets qu'on porte, sur les priorités qu'on a, sur ce qu'on fait comme politique publique. Jamais, si le mot cisgenre n'avait jamais, vous imaginez, au niveau du truc, n'avait jamais été prononcé dans l'hémicycle avant que je sois élue, vous voyez bien qu'on ne peut pas avoir des discussions normales au sujet des droits des personnes trans. Voilà, forcément, c'est pas possible en fait. Voilà. Et donc, ça produit des effets de mettre une pluralité de personnes et de personnes concernées par certains sujets, ça ne va pas produire les mêmes lois en fait. Voilà. Donc, si ça vous tente, venez. Voilà. Moi, je ne sais pas comment je peux faire pour convaincre les copines de venir. À chaque fois que j'essaie de le faire, je peux faire utile. Et comment ça, mais t'as pas adhéré, mais tiens, mais je suis allée. Ah bon, bref, ça marche pas. Et puis, c'est vrai que quand on leur présente, qu'on leur dit qu'on a 3 visios par semaine, plus 2 réunions de groupe local, plus une tribune à préparer, plus
2377 pages à lire pour la semaine prochaine, bah, les gens, en fait, ça ne les intéresse pas. Je devrais peut-être pas dire. Mais c'est vrai que j'essaie de revenir, moi, au moment où j'étais pas adhérente d'un parti, où pareil, je faisais partie de la vie associative et j'allais évidemment transformer le monde. De par mes petits bras, parce que quand on est dans les assos, ben, forcément, on change de monde. Et que finalement, pas tellement. Enfin, si, mais à une petite échelle. Et en fait, ce que m'a apporté de venir dans un parti politique, c'est aussi ce qu'on reproche finalement au parti, c'est-à-dire que ben, on va me dire ce qu'on va penser, il y a un socle programmatique, il ne faut pas déroger à la règle, etc. Alors déjà, je pense qu'on est quand même dans un parti. Il y a quand même énormément de règles et ça bouge beaucoup, ça débat énormément et c'est aussi la culture de l'échange et du respect qui est quand même assez encourageante dans notre parti. Donc, ce qui fait qu'on est toujours un peu en réflexion. C'est aussi quelque chose que je reconnais d'intéressant dans notre parti, que j'essaie de vous vendre. Là, je pense aussi que c'est vrai que ça nous apporte énormément et on n'a plus de lieu de socialisation politique comme on pouvait en avoir dans l'entre-deux-guerres, comme les syndicats en fait pouvaient aussi porter comme étant des lieux d'émancipation politique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait autant d'ouvriers à l'Assemblée nationale et au Sénat. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, on est sur une logique consumériste, individualiste, et ce qui fait que même quand on parle à nos collègues de boulot d'engagement syndical ou d'engagement politique, bah, c'est bah non, tu comprends, là, je vais aller chercher le gosse, après je vais aller faire les courses, après je vais rentrer chez moi. On n'est plus dans cette logique du collectif de, bah ouais, en fait, si là, on s'occupe pas de faire respecter nos droits, et ben on va se faire manger. Et on va se faire manger aussi parce qu'on n'a pas les cartes en main, on les a plus, on a plus les gars, qui sont dans l'autre sens, ou qui, en tout cas, sont des scientifiques. Donc voilà, donc, bah, on se fait avoir, on se rend pas compte qu'on se fait avoir, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai plein de copines qui ont peur en fait de rentrer dans un parti parce qu'elles imaginent que on va leur dire ce qu'il faut qu'elles fassent et ce qu'il faut qu'elles pensent. Alors que le problème, c'est qu'on va pas leur dire. On va pas leur dire, il va falloir qu'elles bossent pour nous aider à changer les choses de l'intérieur. Donc voilà, j'essaie de leur faire comprendre ça. Après, c'est vrai que c'est beaucoup de boulot. Le militantisme aussi, c'est quand même pas mal d'étapes. Je pense qu'on est aussi passionné pour le faire. Donc voilà, en tout cas, on va tâcher le corps pour changer les choses. Et c'est aussi quelque chose qui peut être en demande auprès des copains copines qu'on croise dans les manifs. Ils disent, mais oui, quand même, la valeur travail, on ne réfléchit pas, moi c'est ça, ce genre de débat que je vais avoir. Voilà, je dis, bah écoute, pour l'instant, moi j'en suis à la troisième vidéo avec il y a des sur la question, donc on y va, on bosse, on apprend, on échange, on discute, on n'est pas d'accord, on avance. Et voilà. Et je pense que c'est aussi cette partie d'émancipation citoyenne qu'on peut proposer, qu'on peut revendiquer dans le fait d'être activiste, d'être militant, et qui est quand même quelque chose qui est largement valorisé, en tout cas dans notre famille politique. Donc, Moi, je vais être très claire comment on fait venir les gens. Effectivement, du monde associatif, je ne me voyais pas en politique au départ, parce que je fais un peu ça, je ne pas sur ça, et je pouvais changer le monde par l'associatif. J'ai vu qu'il y a ça avec ses limites aussi. Pour reprendre un peu ce que disait Mélanie, je pense que pour ouvrir les portes et les fenêtres, en fait, on ne devient pas ce qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des visibilité compte, c'est pour ça que la représentativité compte. Si on voit des ouvriers, si on voit des pratiques, si on voit des lesbiennes, etc., ça peut aussi créer des vocations et surtout l'entre-soi crée de l'entre-soi. Quand on arrive dans une réunion, moi, avant d'adhérer, j'ai déjà vu une première fois, et je me suis dit, ah non, discuter avec des vieux blancs, des québécois, qui me semblait totalement hors sol, en fait, ça ne m'intéresse pas. Et en fait, aussi, il y a des prismes, il y a des pieds qui sont liés aussi à notre socialisation, qui font qu'on ne peut pas forcément attirer. Et c'est là l'un des enjeux aussi qu'on a en tant que parti politique, c'est comment on sort de notre soi et comment on arrive à sortir de ces biais qui empêchent les gens de venir. Parce que quand on a l'impression d'écouter
discours hors sol qui ne nous concernent pas et qui ne prennent pas la problématique par le bon bout, en fait, on n'a aucun intérêt et on ne se sent pas écouté et on n'a pas envie de militer dans ces conditions. Donc, c'est ça, représentativité, ouverture. Après, c'est assez complexe, c'est un long processus et aussi, enfin, c'est un processus ambitieux que les partis doivent mettre en place pour les élections à venir. En fait, comment on crée des listes aussi et donc comment on a des futurs élus qui représentent un peu plus la société et qui donnent l'impression aux gens aussi de gagner du pouvoir et d'être représentés. On l'a vu, nous, avec certains, on était dans la campagne de Sandrine Rousseau, et en fait, il y avait 70% des gens qui n'avaient jamais été politiques. On comptait les hétérosexuels sur le bras. Il y en a une ici. Voilà. Et en fait, c'était comment... Désolée. C'était comment aussi on abordait les sujets, comment on amenait les thématiques. Et c'est ça aussi, en tant que parti politique, quels sujets on amène, comment on les amène. Et je pense qu'avec cette campagne de la primaire, on a aussi amené des sujets qui n'avaient jamais été mis en avant et qui ont parlé à beaucoup de gens. Et je pense que c'est important aussi, comment on amène les sujets et comment on aborde ces sujets. Du coup, je pense que je pense que ce qu'on voit de l'extérieur, c'est un peu la peur d'une sorte de dissolution du militantisme dans la société. Et c'est pas toujours évident. Voilà, moi, c'est personnel, je ne sais pas, un matin sur deux, je me disais comment un matin sur deux, je me c'est pas tout le temps non plus. Mais je te rapproche très du journalisme et du parcours parce que une fois, en fait, c'est est-ce que on entre dans une direction, on a un média de candidat, on a fait etc. Et on essaie de faire des intérieurs, au niveau en France, ou alors est-ce qu'on crée son propre média, mais on essaie de faire des trucs aussi. Donc, moi, j'ai choisi ça pour l'instant. Je ne sais pas n'importe quelle durée. Ah oui, j'ai pas encore fait les papiers. Je vais juste rajouter très rapidement deux trucs que j'ai oublié de dire. La première chose, pour rebondir sur ce que tu as dit, Mélissa, sur une des peurs vient de l'idée que la politique c'est sale. En fait, dans les assos, dans le militantisme, on est pur. On est, voilà, on peut défendre exactement ce qu'on veut et jamais se mettre dans rien. Et si on va faire de la politique, forcément, on va devoir se compromettre un peu. Et je crois qu'il faut être conscient d'un truc, c'est que quelque part, c'est pas vrai, mais c'est pas fou non plus. C'est-à-dire que quand on fait de la politique, c'est vrai, il faut être capable de parler avec des gens qu'on déteste, de parfois négocier des trucs alors qu'on considère qu'en fait, on a raison et donc on ne devrait pas négocier avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous et qui ont tort, voilà, qui sont stupides, et voilà. Et que parfois, surtout, et pour moi, mais moi, je trouve que ça fait partie, je trouve que c'est la politique au sens noble du terme, finalement, d'arriver, pour moi, on fait de la politique, on a un objectif, cet objectif, il est clair. On est dans un monde où on n'a pas les pleins pouvoirs, on n'est pas tout seul à gouverner,
Et pour ce qui nous concerne, on est dans le bas du coup. Et donc, il faut faire avec le réel qui est qu'il y a d'autres gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Et donc, on se bat le plus qu'on peut, on essaie d'avoir la meilleure stratégie possible pour avoir les meilleurs résultats possibles. Et puis, on arrive à un résultat. Et ce résultat, il n'est jamais celui qu'on veut. Et il faut se poser la question, en fait. Et cette question, elle est à chaque fois difficile. Et il n'y a pas de réponse facile à ça. C'est jamais exactement ce qu'on veut. Est-ce que on prend ce pas-là parce qu'on considère que c'est plus important de faire cette avancée aujourd'hui? Est-ce qu'on considère que c'est tellement pas assez ambitieux que il vaut mieux rejeter parce que ce serait insulté? Bon. Et ça, c'est une question quand on est élu et quand on est parlementaire et qu'on est amené à voter des trucs tous les jours. C'est une question qu'on se pose tous les jours, surtout quand on a négocié des amendements. Alors, au Sénat, on perd quasiment tout le temps. Voilà. Moi, je viens du Parlement européen où c'est un système différent, il y a la proportionnelle intégrale, donc il n'y a personne à la majorité, donc il faut tout négocier. Et donc, on gagne toujours des trucs et on perd toujours des trucs. Et c'est toujours cette question où est le curseur? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que cette loi, elle apporte à la société, ça vaut plus que ce qu'elle lui fait perdre ou ce qu'elle ne lui apporte pas? Et il y a des gens qui considèrent que ça, c'est sale, parce que c'est vrai, hein, il faut admettre qu'on ne va pas faire toujours ce qu'on veut, et surtout quand on est féministe, lesbienne, écologiste, tout ça, c'est clair. Voilà, on a pour un long moment à arriver à avoir des trucs qui sont exactement ce qu'on veut. Mais en fait, moi, en tout cas, la posture que j'ai toujours prise par rapport à ça, c'est je ne veux pas rester toute seule dans mon salon à avoir raison, parce que c'est très confortable, mais c'est ça. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut accepter ça. Et ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est par rapport à ce que tu as dit sur la peur que ça va se dissoudre dans les institutions. Et je pense que c'est vrai aussi, d'un certain côté. Pour des raisons évidentes, hein, quand on est élu, on est pris dans. On a un agenda ingérable, on va faire plein de choses qui nous éloignent. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas que tout le monde vienne dans les institutions. Il faut qu'on continue à avoir. En fait, il faut les deux. Il faut qu'il y ait des élus dans les institutions qui veuillent changer les lois, qui veuillent faire avancer les choses. Et il faut que ces élus soient sous le regard et sous la pression permanente des activistes, des ONG, des militantes qui leur disent là, ce que tu as fait, c'était de la merde. Parce qu'en fait, sinon, ça ne marche pas. Et c'est un lien entre les deux. Et donc, je pense que c'est chacun se met à la place qu'il ou elle veut, mais en tout cas, surtout pas que tout le monde se jette dans les institutions et arrête de militer. Il faut tout le temps les deux. Et savoir que quand on fait de la politique, on va se faire critiquer et considérer que c'est bien. C'est le but, en fait. Enfin, ça doit faire partie, si on ne se fait pas critiquer, c'est qu'on ne fait rien. Mais il faut juste être capable de l'accepter et de se dire, bah ouais, il y a des gens que je vais peut-être décevoir, mais j'ai besoin qu'ils me le disent pour être en permanence sous leur regard, et c'est avec des contre-pouvoirs que la société avance. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, à moi-même, en tant que membre du bureau en charge de l'accueil, ne jamais laisser Sarah Personne faire une campagne d'adhésion à la commission. Mais du coup, c'est le moment de prendre un tour de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, bonsoir. Moi, c'est pas une question, en fait, en soi, mais je voulais pas réagir vite fait un peu ce qui a été dit, enfin, de ce que je voudrais en discuter. Que j'ai l'occasion déjà, je suis très honorée d'être dans la même salle que vous, parce que c'est incroyable. Et c'était vraiment une discussion hyper intéressante. Et je voulais réagir par rapport à la question sur le troisième thème, sur comment en fait il faut que les copines rejoignent. Bonsoir, je suis là parce que j'ai rejoint il n'y a pas longtemps. Et en fait, j'ai eu ma première réunion de GL hier. Et du coup, j'ai eu cette traditionnelle question, c'est pourquoi tu es là? Et en fait, on me l'a beaucoup posé en ce moment. Et ça m'a fait penser à ce gars que j'ai vu sur Twitter, un random gars qui était chiant, à qui j'ai répondu d'ailleurs, qui disait que Mélanie Vogel n'était pas un bon modèle de lesbienne. Désolée, je sors comme ça. Et en fait, je voudrais profiter de cette plateforme pour dire, en fait, si, parce que la fois que je suis là, genre, j'ai parlé 1 heure avec toi dans ma vie et je suis là, donc ça m'a aidé
Alors, bonsoir et merci beaucoup pour ce débat. J'ai une question, vous parliez donc, de ligne directrice dans le parti. Et je dis que vous n'avez pas de ligne directrice vraiment fixée, de façon de fixer. C'est le cas dans beaucoup de partis, et notamment LREM, qui est pas discipline de vote et qui ne laisse pas de place aux fondeurs. Et je voulais savoir comment est-ce que vous gérez à l'entrée la sélection, étant donné que vous portez quand même beaucoup de combats contre le racisme, contre l'homophobie, pour l'écologie. Et en fait, trouver des personnes qui réunissent l'intégralité de ces combats, je trouve que c'est difficile. Donc, comment vous gérez en fait les dissensions du vote ou des prises de parole Est-ce qu'il y a une autre question ou remarque Du coup, au sein du parti, comment on gère Alors, au sein du parti, en fait, on a ce qu'on appelle pour les lignes directrices du parti, on a le Conseil fédéral, le Parlement du parti, qui, en fait, vote des motions. Donc, par exemple, là, on a voté une motion sur le congé menstruel, une motion sur la loi asile et migration, enfin voilà. Et donc, c'est ce Parlement qui va décider à peu près du contenu idéologique du parti. Sinon, pour qui est en fait, je pense que comme dans tout parti, il y a un éventail donc, qui va de l'environnementaliste au woke. Donc, il y a des gens qui sont plus ou moins plutôt les abeilles, les petites fleurs, et puis plein d'autres gens. Après, techniquement, non, mais il faut le dire. Mais techniquement, l'écologie politique, en fait, c'est marcher sur deux jambes, c'est-à-dire la justice environnementale et la justice sociale. Donc, normalement, on est tous en phase et on porte tous des combats à la fois pour préserver la vie sur Terre et pour préserver les droits et la justice sociale. Il y a quand même la charte, il y a une partie non, mais ouais, je pense que peut-être il y a eu une idée un peu exagérée de, voilà, en fait, je pense qu'on a peut-être même au contraire, c'est pas qu'on est trop rigide, mais en tout cas, les écologistes sont historiquement très à cheval sur leurs valeurs. Donc, moi, j'ai pas le sentiment d'appartenir à une force politique qui n'a pas de colonne vertébrale et qui laisse faire entrer n'importe qui dirait j'ai des lumière et que les petits oiseaux c'est important. Du coup, vous voyez, voilà, j'ai pas l'impression. Et puis, LREM, pour prendre cet exemple, c'est quand même un mouvement qui a attiré des gens à un moment parce que celui qui pouvait être élu. Là, bah, bon. Et donc voilà, après, on a effectivement l'Europe Écologie des Verts, il y a des statuts qui ont des valeurs très claires, on appartient au Parti vert européen, j'en suis la coprésidente, on a une charte des Verts européens, et on vérifie d'ailleurs régulièrement, et ça nous arrive parfois d'exclure des partis, membres du Parti vert européen, parce qu'ils commencent à ne plus respecter nos valeurs, ça arrive très rare, mais c'est déjà arrivé, il y a les chartes des armes mondiaux, etc. Après, on adopte nos positions de façon démocratique régulièrement sur tout un tas de sujets, des positions qui peuvent changer des fois, et puis on a des statuts qui disent que, en gros, tu te mets à faire l'apologie de l'inverse parce qu'on raconte toute la journée, à un moment donné, on a fonctionné. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus avoir l'idée que chez les écologistes, de rien, il y a quand même globalement des écologistes, c'est-à-dire des gens qui ont bien compris que la justice climatique, la justice sociale et la démocratie des droits humains, c'était de mettre les deux de s'aller ensemble. Voilà. Après, il y a des gens qui s'intéressent davantage aux oiseaux et des gens qui s'intéressent davantage vers le terre. Bonjour, j'avais juste une petite remarque, moi, je suis militante écologiste citoyenne, j'ai 2 mandats politiques qui deviennent aussi, je suis maire adjointe et présidente du groupe écolo au département de Seine-Saint-Denis.
mais je suis toute jeune Europe Écologie Les Verts parce que j'ai adhéré il y a 15 jours. Je me rappelle si je suis le dernier membre d'Europe Écologie Les Verts. Et, parce que je côtoie depuis 2 ans du coup, des élus écolos et je les préside depuis un an et du coup j'ai quand même que je fasse le cap d'être plus citoyenne et d'être citoyenne et écologiste et de passer de militante à femme politique, lesbienne, effectivement, moi le seul moment où sur les réseaux ça s'est affolé, c'est quand j'ai mis le mot cisgenre dans un post. Pareil, et pourtant je parlais de Jean-Michel Blanquer. Et là, d'un coup, qu'est-ce que c'est que ce mot? Il y a besoin d'en parler en français après. Bref. Le maire a dû aller chercher ce que c'était ce genre aussi, et c'était assez sympa de lancer tout ça dans notre mouvement citoyen. Et du coup, de passer de militante à femme politique, je trouve, c'est se confronter à la réalité en fait aussi. Dans le militantisme, et j'ai encore un petit pied dedans, aussi bien avec mes amis anciens parents d'élèves ou militants LGBT, on est confronté à la réalité c'est une ville de 30 000 habitants, c'est un département avec, moi je suis dans les collèges, avec 130 collèges au niveau projet éducatif, on est obligé de se confronter à la réalité. Et ça casse un peu les jambes des fois parce qu'on voudrait aller plus vite, on voudrait former tout le monde, au lieu qu'on fait du ski, que tous les élèves en ont entendu parler, que non, on ne peut pas, on n'a pas les moyens de le faire en 3 ans de mi-mandat, là, c'est un peu dur. Mais on y croit, et effectivement, comme je vais dire, je ne sais pas combien de réunions, mais on sait pourquoi on est là en fait. Moi j'ai 3 enfants, une femme qui m'attend des fois et qui elle, fait des choses aussi, mais du coup, voilà, on a des babysitters, mais par contre on continue à militer au quotidien, et c'est ça que je suis contente. Hello. Alors moi, je n'avais pas prévu de prendre la parole ce soir parce que je ne sais pas si je vais vous situer, mais moi, je suis la permanence de ELV Paris. Je vois qu'il y a quelqu'un qui me connaissent là. Donc, j'ai un rôle d'autre dans cette histoire. Mais finalement, je me suis dit que j'allais peut-être plus me mouiller que prévu parce que je découvre avec plaisir qu'il y a une collègue à moi en la présence de Dorian. Parce que quand je ne suis pas en train de faire de l'administration de la communication pour ELV à Paris, je fais un truc de franchisage de rue hyper interdit. Et je travaille dans un média indépendant culturel queer. Voilà. Donc, on est des collègues. Et donc, du coup, ça m'a déclenché plein de questions dans ma tête que je vais essayer d'articuler tout en parlant de ce que je me disais à haute voix, ça va se mettre ensemble. Déjà, juste pour en préliminaire, je pense que je suis beaucoup plus unique que vous et peut-être sur les coming out. Je ne sais pas si c'est tant pour humaniser que pour faire. Enfin, moi, je soupçonne que si on a mis Conneries sur le travail, si j'en ai mis Naliko Bera sur le mariage pour tous, qu'on a mis Daphné sur la justice, qu'on a mis Majel Kassan sur l'éducation, c'est aussi plutôt pour dire que si jamais on n'est pas d'accord avec ces personnes-là, c'est que c'est nous les salauds. Je pense que c'est plutôt pour faciliter les insultes envers ces personnes et utiliser le mouvement contre. C'est pas tâche de loi. Et que comme ça, si jamais ils peuvent servir de fusible, bah, c'est moins grave puisque c'est un PD, c'est qu'une principe. Ça, c'est une chose. Après, sur les gens un peu perdus, les militants qui viendraient à lever peut-être pour des raisons qui ne seraient pas les nôtres. Moi, étant l'administration, c'est vrai que des fois, je vois des sorties de route, mais du coup, il y a un genre de. Comme les élus ont des prises de position très fortes et qu'ils occupent très bien le terrain sur tout un tas de sujets, en fait, si jamais il y a de rétropédalage, oui, notamment dans l'écologie, qui peut être facilement relié à des valeurs un peu chrétiennes, du terre, tout ça, les gens se rendent compte très vite et j'ai un message à base de pour moi le mariage c'est entre un homme et une femme, merci de me rembourser une en fait ça se filtre très rapidement et pour venir à ma question remarque pour interrogation un peu hitch grattage, la question de comment est-ce qu'on mobilise les gens, parce que effectivement comme vous l'avez de ce que j'ai entendu un peu de votre débat, c'est que comme dans la presse, comme dans les partis politiques, sur la société dans laquelle on est maintenant, c'est une société où les corps intermédiaires se sont complètement délités. Donc en gros, on a le cercle de la famille, le cercle du travail, le cercle des hobbies, mais il n'y a pas le cercle de la politisation. Et notamment pour les humains raisonnables, je pense qu'un des endroits très très forts où
où les personnes LGBT se politisent, et je mets comme des guillemets enfantillés, c'est par, en fait, c'est compte Instagram, c'est compte Twitter sur les réseaux sociaux, c'est par les raisonnables, c'est par, je sais pas, Simone, c'est par Mécréante, c'est par ce genre de compte où les femmes se disent ah oui, finalement, c'est vrai qu'en fait, ah, ce même-là, ça me fait penser à un truc que j'ai vécu, et puis, puis ça aussi, et puis ça aussi, et puis on est très rapidement horriblement radicalisé comme ça sur les réseaux sociaux. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, en faisant du culturel, en faisant du média culturel à angle queer ou féministe ou LGBT, on se retrouve à être l'organe de politisation de gens qui ne vont plus penser au syndicat ou au parti politique pour se politiser. Et en fait, on a un problème à ce moment-là. Enfin, ma vision vient du tout. Je pense que là, on a un problème à ce moment-là parce qu'on fait purement de la identity politics. C'est-à-dire que du coup, ce n'est que de la politique de l'identité parce que c'est je me politise autour de mon identité sexuelle, de mon orientation de genre. Et c'est vrai que c'est compliqué de faire passer la marche parce que ça devient des espaces et de politisation, mais aussi des seuls espaces de socialisation, avec les effets courts, avec la grande peur, la peur du call-out, la peur de dire ce qu'il ne faut pas dire. Et en fait, du coup, on n'arrive pas à créer de réel engagement, dans le sens, l'engagement qu'on va avoir quand on va rentrer dans un politique, quand on va rentrer dans un syndicat, d'assumer des positions sans se ranger derrière la personne qui fait le compte et donc qui crée les événements et les soirées dans lesquelles on va aller, dans lesquelles on va socialiser, et un peu se faire ce cercle-là, un peu autour de notre propre vie. Et donc, pour finir, juste pour finir, je pense que la question qu'on doit vraiment se poser, et c'est très compliqué, les relations entre partis politiques et presse, c'est super compliqué, mais en fait, on est dans le même bateau qui est que comment est-ce qu'on recrée du corps intermédiaire. Voilà. Je pense que peut-être c'est ça la discussion de ça. Je comprends. Moi, je suis Fanny, et en fait, c'est très intéressant, je ne connais pas votre nom, pardon. C'est très intéressant ce que vous avez dit à propos des institutions, parce qu'en fait, ça fait très longtemps, ça fait longtemps même que je me fais la réflexion qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas dans les institutions. Parce qu'en fait, actuellement, on vit dans une société institutionnelle qui ne correspond plus du tout, qui a été fait à un moment où il y en avait peut-être besoin au sortir de la guerre notamment, mais maintenant qui ne correspond plus du tout. Et en fait, le problème des institutions, alors je suis désolé, mes propos sont peut-être un peu désordonnés, mais parce que je veux dire plein de choses en même temps. Mais en fait, moi, il y a aussi un problème pour la représentation, c'est qu'en fait, soit la représentation nationale, c'est une vraie représentation, et à ce moment-là, tout ce qui est député, sénateur, etc., ne joue pas, enfin, plutôt député que sénateur, c'est vrai, mais ne jouent pas leur rôle, parce qu'au final, ils en viennent à ne plus écouter leurs bases qui les ont élus pour porter la voix de leurs électeurs, mais juste ce qu'ils ont envie de faire avec les partis, etc. Ou alors c'est des mandats, et à ce moment-là, c'est un système qui ne marche pas, puisque c'est déconnecté, puisqu'un mandat, voilà, de faire une représentation, pour moi, c'est fidèle. Et je me demande si c'est pas temps, s'il n'est pas temps de changer les institutions, et donc pourquoi pas vous, Europe Écologie Les Verts, qui est, alors pardonnez-moi, mais moi j'ai toujours trouvé que votre plus gros problème en tant qu'écologiste français par rapport notamment aux écologistes allemands, c'était que les écologistes français, vous avez toujours trouvé trop, comment dirais-je, partité, c'est-à-dire que trop d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique, alors que les Verts, notamment allemands, sont une vraie force, qui sont transversales, et en fait, ils ne s'occupent pas de savoir qui est de droite ou qui est de gauche, ils font juste un projet, qui est leur, etc., qui est différent des attentes des écologistes en France et tout, bien sûr. Mais du coup, ça m'en vient à me dire que peut-être qu'ici, il faudrait changer la façon de voir la politique aussi, parce que le fait de droite et de gauche, d'être pro-économie, machin, tout ça, c'est quelque chose qui marche pas parce que on se rend compte qu'il y a des riches partout, chez les queers, chez les lesbiennes, chez les gays, etc. Il y a des pauvres partout. Il y a des gens qui aiment pas voir pardon pour le terme un peu bon, mais c'est mais l'étranger chez eux et ça de tout, et puis il y en a qui adorent les voir de tout. Je veux dire, et parce que je suis intelligent, donc je peux me rendre compte que quelques années maintenant que ce qui se passe, c'est qu'en fait,
ça choque pas vraiment ce que je ressens et tout, même habillé comme je suis, etc. Donc en fait, et c'est pas forcément, je vais pas dans des endroits forcément où il y a que des gens bienveillants, mais il peut y avoir aussi des problèmes, etc. Parce que du bois, il m'est jamais rien arrivé, mais je veux dire, c'est pour vous dire que c'est pas forcément le fait que tu sois droite-gauche, etc. Ça correspond plus forcément. Et parce qu'en fait, c'est la date de la Révolution française, et puis ça fait plus de siècles ou 3 siècles maintenant. Donc c'est peut-être qu'il faut. Euh, concernant les. Ah, pardon. Donc, et puis ben. Je réfléchis, ça peut être que dans le film, une des bases, c'était la visibilité. Et je m'interroge sur la qualité de la visibilité, les femmes qui ont le pouvoir d'aller partout sur qu'elles sont lesbiennes sont diabolisées. Comment on fait, comment on dit en fait, est-ce que vous comment on dédiaboliser la visibilité de la femme. Merci. Du coup, à votre question-là, tu t'inquiètes, non. Je vais vous demander de dire. Désolée, la dernière question, c'est simple. Ouais, c'est ça. Il faut chacune vous répartir une question, une remarque. Non, mais allez-y. C'est le cas de falloir reprendre les questions. Non, mais je peux dire absolument une chose. Alors, pour partager ma vie avec une écologiste allemande, c'est pas que les écologistes allemands, ils sont une c'est qu'ils ont la chance, comme par des écologistes en Europe aujourd'hui, de vivre dans un système qui n'est pas le système français, qui est un système parlementaire avec une proportionnelle. Et ça a toujours été un énorme problème des écologistes en France, et c'est ce qui explique les différences de représentation des écologistes au niveau national et à tous les autres niveaux, il y a une part de proportionnel, et au niveau européen, il y a une proportionnelle fédérale, parce que jusqu'à ce qu'on soit capable de faire tout seul, quand on n'a pas la proportionnelle, c'est compliqué. Et quand on a la proportionnelle, eh ben, on peut exister de manière autonome. C'est le cas des écologistes allemands, c'est le cas des écologistes belges, c'est le cas des écologistes et c'est ça la plus grande différence. C'est pas une bien placé pour le dire, parce que comme je co-préside ce parti-là européen où il y a les Allemands et les Français et les autres, je peux vous dire qu'il n'y a pas de différence de projet entre le projet des écologistes allemands et des écologistes français. Il y a une différence de culture politique nationale. Et quand vous dites aux Allemands comment ça se passe en France, ils vous disent ben, on n'y arrivera jamais. Si on était dans votre système depuis 60 ans, on ne serait pas arrivé à percer et à faire au gouvernement et donc, pour répondre à la question sur cette façon de changer ce système, et oui, et je pense que ça fait bien longtemps, et ça n'a aucun rapport avec la question de la visibilité lesbienne, mais juste une parenthèse, cette crise qu'on vit aujourd'hui, qui a commencé par une crise politique, sociale, qui est aujourd'hui une crise de régime, moi j'espère qu'elle va nous permettre enfin de cristalliser assez de frustration autour de nos institutions, de pouvoir consolider toutes les critiques qui existent autour de là où elles viennent, de leur source, qui est notre régime politique, le régime présidentialiste avec le fait majoritaire, c'est de la merde. Voilà, je suis désolée, ça crée de la bêtise collective et ça crée de la défiance. Ça fait prendre. En fait, le régime dans lequel on est, c'est un régime. Quand on est au pouvoir, on a tous les pouvoirs et on a besoin de parler avec personne. Et donc, ça fait qu'on prend des décisions de merde et que les gens nous détestent. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc, après, la fois d'après, ils vont aller à d'autres personnes. C'est une chose. Et donc, au bout d'un moment, les gens ne peuvent plus pas de la Constitution, mais des politiques en général. Et là, je crois que pour la première fois, on est dans une situation où les gens ont bien compris qu'en fait, il y avait un problème avec la Constitution. Et moi, j'espère qu'on va pouvoir, la seule sortie de crise crédible que je vois de la situation actuelle pour qu'il n'y ait pas le fascisme au pouvoir en 2027, c'est qu'on change de régime et qu'on arrive enfin à une république parlementaire, j'ai envie de dire, une démocratie normale. Voilà. Ensuite, la question sur cette... J'en sais rien, mais en tout cas, moi, une question que je me pose tous les jours,
enfin, diabolisation, je sais pas, mais c'est vrai que je pense que les lesbiennes en politique, c'est un objet très dérangeant pour, euh, pour les hommes au pouvoir qui jusqu'ici monopolisaient beaucoup le pouvoir, c'est que déjà, c'est des femmes en politique, mais en plus, elles leur disent qu'elles n'ont pas besoin d'eux, donc c'est très dérangeant. Et donc, bon, ça c'est vrai, je ne sais pas comment, je ne sais pas si c'est diabolisé, je ne sais pas comment c'est diabolisé. Par contre, une question que je me pose tous les jours, c'est comment arriver à construire une forme de leadership politique qui soit au fond différent, qui ne soit pas la reprise des codes, parce on peut être une femme en politique et réutiliser au fond des codes du patriarcat, de la domination, de la virilité, c'est possible. Et moi, j'ai envie de faire autre chose, tout en essayant quand même d'incarner une forme de leadership. Je pense qu'il y a des personnalités, des femmes politiques qui arrivent à le faire. Qui sont arrivées à le faire, il n'y en a pas beaucoup. Et je crois que c'est ça qu'on essaye de construire collectivement. C'est une forme de leadership féministe qui ne reprenne pas les codes du virilisme, mais qui soit quand même aussi du leadership et qui puisse inspirer, qui puisse permettre de construire des politiques publiques, etc., différemment. Je ne sais pas que j'ai trouvé la solution, mais en tout cas, c'est avec beaucoup de questions. Je pense qu'en dehors des lesbiennes, en fait, la diabolisation en ce moment, des presque sociaux autour des féministes. On voit, en fait, l'affaire des BSF. Et finalement, la diabolisation se fait autour de militants féministes, des femmes féministes, où on va finalement remettre leur militantisme, leurs actions, etc. en question. Et c'est ça aussi, c'est comment on arrive à créer un milieu politique qui soit toujours plus féministe pour que, en fait, ce soit pas si violent pour les femmes qui osent, en fait, réclamer l'égalité et réclamer, en fait, un monde féministe. Et c'est ça aussi qu'on doit, en tant que femme politique lesbienne, porter. Et des politiques plus féministes, inclusives et qui ne voient pas finalement les femmes qui parlent, qui portent ces sujets. Je pense qu'on a le cuir qui est bien tamé aussi, en tant que femme, en tant qu'écologiste, et en plus en tant que lesbienne. Donc je pense que ça fait des années qu'on vit avec la haine au quotidien, et qu'en fait, une de plus, une moins, ça passe quoi. On la voit pas, on s'en rend pas compte. Et moi, je m'en rends compte quand j'ai mes collègues PS, parce que donc, je suis élue dans une majorité PS communiste écologiste, quand ils se rendent compte tous qu'on... Parce que nous, les écologistes, en fait, on est le bouc émissaire de toutes les autres familles politiques de droite et d'extrême droite. Et donc, on reproche à notre présidente de région PS de s'être alliée avec ses ayatollahs verts, ses verts, ses machins, etc. Et tout le monde est hyper choqué. En fait, nous, les écolos, on est en mode... Bah, c'est un lundi matin, quoi, normal. Quoi. Et du coup, c'est dommage, parce que c'est vrai qu'il faut qu'on puisse garder intact aussi notre mordant et de rappeler aussi qu'il y a des choses qui ne se disent pas. On ne peut pas être comparé avec l'air, hein. C'est pas possible en fait. Donc non. Et en même temps, bah, c'est pas. J'ai dit en même temps. Ouais. Et en même temps, ça doit glisser. Il faut absolument que ça glisse. J'étais il y a 15 jours à l'Assemblée générale des chasseurs du Jura. C'est quand même une des plus grosses associations du Jura, il y a 7000 adhérents. Et vous êtes combien d'habitants dans le Jura? 200 000. Il y avait 450 personnes dans la salle, c'était vraiment un truc énorme. Et moi, j'étais en face du micro, et donc j'ai vu défiler tout le monde. Donc les 3 sénatrices, oui, on a 100% de parlementaires qui sont des femmes dans le Jura. Dans le Jura. Et de droite. Et donc le préfet, le président de la chambre d'agri, le président des chasseurs, les 3 députés qui sont passés, et tout le monde a craché sur les écologistes. Moi, j'étais en face, je l'ai regardé.
Quand il y a une députée qui s'est mise à hurler en disant que le loup est à nos portes, il mange ses proies vivantes, quel animal mange ses proies vivantes. Merci, c'est exactement je dis, bah, la coccinelle. En fait, voilà. Et ce qui fait qu'il parlait des écologistes, mais il ne parlait pas de moi. En fait, ces gens qui mangent des graines, c'était drôle. En fait, c'est drôle. Tous ces gens sont des caricatures et sont venus ensuite s'excuser. Ils sont venus me voir parce que moi, je suis dans une posture républicaine. On m'invite à une assemblée générale d'une association, une grande association de mon territoire. Je suis vice-présidente de l'asso, j'y vais. C'est important parce qu'il faut garder du dialogue. Il faut absolument que quand ils disent de la merde, on puisse leur dire de la merde. Et qu'on puisse leur dire aussi. Mais par contre, on reste parce qu'on habite sur le même territoire, on a des choses à dire, ils ont du pouvoir, j'ai du pouvoir, on y va, il faut qu'on continue d'avancer, même si c'est pas dans le même sens, on a en effet des choses quand même à partager. Donc, il faut que ça puisse glisser, et en effet, de toute façon, les féministes s'en prennent tellement dans la tronche, et on a tellement de choses à vouloir changer, c'est aussi ce qu'on peut dire quand on rencontre des collègues, c'est que ouais, moi je suis une femme, je suis féministe, je suis lesbienne, je suis écologiste. Donc à un moment donné, ça fait des millénaires qu'on se met sur notre gueule. Et moi, j'ai pas le temps en fait. Là, j'ai une toute petite parcelle de pouvoir, mais je vais l'utiliser à 200% pour changer à minima tout ce que je peux, tout ce que je peux. Et là, si je peux prendre un micro, si je peux faire un plateau, si je peux être dans la presse, si je peux aller à une assemblée générale, si je peux influencer sur un budget, mais j'y vais en fait, j'ai pas le temps. Parce qu'en plus, dans 5 ans, je serai même pas élue. Donc en fait, j'y go quoi. J'ai 50 power, là, il faut que j'y aille à fond. Donc voilà. Et pour la radicalisation en ligne, oui, c'est vrai que on est aussi peut-être d'une génération où on avait besoin d'être sur des forums ou des trucs comme ça, parce que de toute façon, on était un peu nombreuses qu'on avait besoin de retrouver nos pairs quelque part. Le numérique, c'est important. Après, la rencontre, le fait de se voir en vrai, je pense que c'est important, et ce sera un gros travail, je pense, politiquement, nous, en tant que parti aussi, hein, de mettre en place des solutions pour que les corps intermédiaires soient absolument respectés. Enfin, là, moi, je milite pour la cause associative, mais c'est vrai que c'est inadmissible que les associations ne soient plus identifiées comme des partenaires de premier choix pour les collectivités, mais aussi pour les services de l'État, qu'on passe leur temps à leur cracher dessus, les sanitaires ne parle même pas. Donc il faut absolument qu'on regagne cette bataille-là, mais je pense qu'avec ce qui se passe dans la rue en ce moment, on n'est pas les seuls à penser ça non plus. Moi, je dirais que les femmes politiques, elles sont non seulement diabolisées, mais elles sont aussi pathologisées, en fait. Et tout de suite, elles sont folles, donc sans voilà, elles sont très exactement. Les femmes de gauche, surtout, c'est celles qui sont contre l'homme, contre la planète, etc. Et voilà, ce qu'il faut faire, c'est de voir clair dans le discours, c'est de dire et de pas se laisser dans là-dessus, quoi. Et sur le militantisme par Instagram, le militantisme tellement, et ben pourquoi pas en fait. Il n'y a pas de mauvais chemin. Moi, je voulais pas dire une dépense et que initialement, au début, je voulais juste dans l'équipe. Et au fur et à mesure, bon, forcément, je pense qu'on est tous un peu politiques comme notre amis, c'est qu'on est là-dedans. Et des fois, on est surpris par nos followers. Moi, l'autre jour, j'ai posté une photo du blog des investis qui a été un blocage de Pérou. Et il y avait un drapeau de la CGT et un drapeau du pouvoir social. Et c'était deux jeunes femmes qui s'embrassaient en faisant ce drapeau. Et je me suis dans mes DM, mais je ne comprends pas pourquoi on associe la lutte contre la réforme des retraites à l'héritage LGBT. Et donc, j'ai pu venir ce jour-là, donc j'ai avec la gauchiste. Et c'est vrai que c'est pas clair pour tout le monde, mais voilà, il faut prendre le temps. Et puis là, la personne a accueilli les liens que je lui ai envoyés, les donc, pourquoi pas se mobiliser par Instagram, pourquoi pas aller danser en manif, voilà, une bonne mauvaise façon. Alors, merci beaucoup à toutes d'avoir été là. Merci au public aussi. Merci pour vos questions. Merci pour la richesse des échanges.
N'oubliez pas de suivre les comptes Les Irraisonnables. N'oubliez pas de suivre les comptes respectifs de Sarah, Mélanie, Mélissa et les comptes de nos commissions. Et on se retrouve à la marche lesbienne dimanche. Bonne soirée.